Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie du The John Hopkins University qui a sélectionné des passages choisis de structuralisme génétique en histoire de la littérature. C'est donc la deuxième partie. Je vous souhaite une belle et agréable écoute. En réalité, la relation entre les groupes créateurs et l'œuvre se présente le plus souvent sur le modèle suivant. Le groupe constitue un processus de structuration qui élabore dans la conscience de ses membres des tendances affectives, intellectuelles et pratiques vers une réponse cohérente aux problèmes que pose leur relation avec la nature et leur relation interhumaine. Sauf exception, ces tendances restent cependant loin de la cohérence effective, dans la mesure où elles sont, comme nous l'avons déjà dit plus haut, contrecarrées dans la conscience des individus par l'appartenance de chacune d'entre eux à de nombreux autres groupes sociaux. Aussi, les catégories mentales n'existent-elles dans le groupe que sous forme de tendances plus ou moins avancées vers une cohérence que nous avons appelée vision du monde. Vision que le groupe ne crée donc pas, mais donc il élabore, et il est seul à pouvoir les élaborer, les éléments constitutifs et l'énergie qui permet de les réunir. Les grands écrivains étant précisément l'individu exceptionnel qui réussit à créer dans un certain domaine, celui de l'œuvre littéraire ou picturale, conceptuelle, musicale, etc., un univers imaginaire cohérent ou presque rigoureusement cohérent du groupe. Quant à l'œuvre, elle est, entre autres, autant plus médiocre ou plus importante que la structure s'éloigne ou se rapproche de la cohérence rigoureuse. On voit que la différence considérable qui sépare la sociologie des contenus de la sociologie structuraliste est considérable. La première voit dans l'œuvre un reflet de la conscience collective. La seconde voit, au contraire, un des éléments constitutifs les plus importants de celle-ci, celui qui permet aux membres du groupe de prendre conscience de ce qu'ils pensaient, sentaient et faisaient sans en savoir objectivement la signification. On comprend pourquoi la sociologie de contenu s'avère plus efficace lorsqu'il s'agit d'œuvres de niveau moyen, alors qu'inversement, la sociologie littéraire structurale génétique s'avère plus opératoire quand il s'agit d'étudier des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Encore faut-il soulever un problème d'épistémologie: si tous les groupes humains agissent sur la conscience, l'affectivité et le comportement de leurs membres, il n'y a cependant que l'action de certains groupes particuliers et spécifiques qui soit de nature à favoriser la création culturelle. Il est donc particulièrement important pour la recherche concrète de délimiter des groupes afin de savoir dans quelle direction orienter les investigations. La nature même des grandes œuvres culturelles indique quelles doivent être leurs caractéristiques. Ces œuvres représentent en effet, nous l'avons déjà dit, l'expression de vision du monde, c'est-à-dire des tranches de réalité imaginaire ou conceptuelle structurées de telle manière que, sans qu'il soit besoin de compléter essentiellement leur structure, on puisse les développer en univers globaux. C'est dire que cette structuration ne saurait être attachée qu'aux groupes dont la conscience tend vers une vision globale de l'homme. Du point de vue de la recherche empirique, il est certain que durant une très longue période, les classes sociales ont été seuls groupes de ce genre, encore que la question puisse être posée de savoir si cette affirmation vaut aussi pour les sociétés non européennes, pour l'Antiquité gréco-romaine et les périodes qui l'ont précédée, et peut-être même pour certains secteurs de la société contemporaine. Mais une fois de plus, nous tenons à le souligner, c'est là un problème de recherche empirique positive, et non pas de sympathie ou d'antipathie idéologique telle qu'on trouve à la base de nombreuses théories sociologiques. Quoi qu'il en soit, l'affirmation de l'existence d'un lien entre les grandes œuvres culturelles et celles des groupes sociaux orientés vers une restructuration globale de la société ouvre vers sa conversation, élimine d'emblée tout essai de les relier à un certain nombre d'autres groupes sociaux, notamment à la nation, aux générations, aux provinces et à la famille. Pour ne citer que les plus importants, non, que ces groupes n'agissent pas sur la conscience de leurs membres, et en l'occurrence sur celle de l'écrivain,
mais il ne saurait expliquer que certains éléments périphériques de l'œuvre et non pas sa structure essentielle. Les données empiriques corroborent d'ailleurs cette affirmation. L'appartenance à la société française du XVIIe siècle ne peut expliquer ni faire comprendre l'œuvre de Pascal, de Descartes et de Gassendi ou de Racine, de Corneille et de Molière, dans la mesure même où ces œuvres expriment des visions différentes et même opposées, bien que leurs auteurs appartiennent tous à la société française du XVIIe siècle. En revanche, cette appartenance commune peut rendre compte certains éléments formels communs aux trois penseurs et aux trois écrivains. Après ces considérations préalables, nous arrivons au problème le plus important de toute recherche sociologique de type structuraliste génétique, celui du découpage de l'objet. Lorsqu'il s'agit de sociologie de la vie économique, sociale ou politique, ce problème est particulièrement difficile et absolument primordial. On ne peut en effet étudier les structures que si l'on élimine de manière plus ou moins rigoureuse l'ensemble des données empiriques immédiates qui en font partie, et inversement, on ne saurait délimiter ces données empiriques que dans la mesure où l'on possède déjà une hypothèse plus ou moins élaborée sur la structure qui en fait l'unité. Du point de vue de la logique formelle, le cercle paraît insoluble en pratique. Il se résout fort bien, comme tous les cercles de ce genre, par une série d'approximations successives. On part de l'hypothèse qu'on peut réunir un certain nombre de faits en une unité structurelle. On tente d'établir entre ces faits le maximum de relations compréhensives et explicatives en essayant aussi d'y englober d'autres faits qui lui paraissent étrangers. On arrive ainsi à éliminer quelques-uns des faits dont on était parti, à adjoindre d'autres et à modifier l'hypothèse initiale. On répète cette opération par approximation successive jusqu'au moment où on arrive, c'est l'idéal plus ou moins atteint selon le cas, à une hypothèse structurelle pouvant rendre compte d'un ensemble parfaitement cohérent de faits. Lorsqu'on étudie la création culturelle, on se trouve, il est vrai, dans une situation privilégiée en ce qui concerne l'hypothèse de départ. Il est en effet probable que les grandes œuvres littéraires, artistiques ou philosophiques constituent des structures significatives cohérentes, de sorte que le premier découpage de l'objet se trouve pour ainsi dire préalablement donné. Encore faut-il mettre en garde contre la tentation de se fier à cette supposition d'une manière trop absolue. Il arrive en effet que l'œuvre contienne des éléments hétérogènes qu'il faudra précisément distinguer de son unité essentielle. De plus, si l'hypothèse de l'unité de l'œuvre a une grande vraisemblance pour les ouvrages vraiment importants pris isolément, cette vraisemblance diminue considérablement lorsqu'il s'agit de l'ensemble des écrits d'un seul et même écrivain. C'est pourquoi il faut, dans la recherche concrète, partir de l'analyse de chacune des œuvres de celui-ci en les étudiant dans l'ordre chronologique de leur rédaction, dans la mesure où on peut l'établir. Cette étude permettra d'effectuer des groupements provisoires d'écrits à partir desquels il s'agira de rechercher dans la vie intellectuelle, politique, sociale et économique de l'époque des groupements sociaux structurés dans lesquels on pourra intégrer en tant qu'éléments partiels les œuvres étudiées en établissant entre elles et l'ensemble des relations intelligibles et dans le cas les plus favorables des homologies. Le progrès d'une recherche structuraliste génétique consiste dans le fait de délimiter des groupes de données empiriques que la recherche constitue en structure, en totalité relative, et dans celui de les insérer par la suite comme éléments dans d'autres structures plus vastes mais de même nature, et ainsi de suite. Cette méthode présente entre autres le double avantage de concevoir d'abord l'ensemble de faits humains de manière unitaire et ensuite d'être à la fois compréhensive et explicative, car la mise en lumière d'une structure significative constitue un processus de compréhension alors que son insertion dans une structure plus vaste est par rapport à elle un processus d'explication. À titre d'exemple, mettre en lumière la structure tragique des pensées de Pascal et du théâtre icinien
est un procédé de compréhension, les insérer dans le jansénisme extrémiste en dégageant de la structure. Celui-ci est un procédé de compréhension par rapport à ce dernier, mais un procédé d'explication par rapport aux écrits de Pascal et de Racine. Insérer le jansénisme extrémiste dans l'histoire globale de jansénisme, c'est expliquer le premier et comprendre le second. Insérer le jansénisme en tant que mouvement d'expression idéologique dans l'histoire de la noblesse de Rome du XVIIe siècle, c'est expliquer le jansénisme et comprendre la noblesse de Rome. Insérer l'histoire de la noblesse de Rome dans l'histoire globale de la société française, c'est l'expliquer en comprenant ces dernières et ainsi de suite. Explication et compréhension ne sont donc pas deux processus intellectuels différents, mais un seul et même processus rapporté à deux cadres de référence. Soulignons enfin que dans cette perspective où le passage de l'apparence à l'essence, du donné empirique partiel et abstrait à sa signification concrète et objective, se fait par l'insertion dans des totalités relatives structurées et significatives. Chaque fait humain peut et doit même posséder un certain nombre de significations concrètes différentes suivant le nombre de structures dans lesquelles il peut être inhéré de manière positive et opératoire. Ainsi, par exemple, si le jansénisme doit être inséré à travers la médiation déjà indiquée dans la société française du XVIIe siècle, où il représente un courant idéologique rétrograde et réactionnaire qui s'opposait aux forces historiques progressives incarnées avant tout par la bourgeoisie et la monarchie, et sur le plan idéologique, par le rationalisme cartésien, il est tout aussi légitime et nécessaire de l'insérer dans la structure globale de la société occidentale telle qu'elle s'est développée jusqu'à nos jours, perspective dans laquelle il devient progressiste dans la mesure où il constitue un des premiers pas dans le sens du dépassement du rationalisme cartésien vers la pensée dialectique. Et, bien entendu, ces deux significations ne sont ni exclusives ni contradictoires. Dans ce même ordre d'idées, nous voudrions nous arrêter pour terminer à deux problèmes particulièrement importants dans l'état actuel de la critique littéraire. Petit a, celui de l'insertion des œuvres littéraires dans deux totalités réelles et complémentaires qui peuvent fournir des éléments de compréhension et d'explication, à savoir l'individu et le groupe, et, petit b, à partir de là, celui de la fonction de la création culturelle dans la vie des hommes. Sur le premier point, nous avons aujourd'hui deux écoles scientifiques de type structuraliste génétique qui correspondent aux essais d'insérer des œuvres dans la structure collective et dans la biographie individuelle, le marxisme et la psychanalyse. Passant outre les difficultés signalées de dégager des structures individuelles, commençons par considérer ces deux écoles sur le plan méthodologique. L'une et l'autre se proposent de comprendre et d'expliquer les faits humains par l'insertion dans les localités structurées respectivement de la vie collective et de la biographie individuelle. Par cela constituent aussi des méthodes apparentées et complémentaires, et les résultats de chacune d'entre elles devraient renforcer et compléter ceux de l'autre. Malheureusement, en tant que structuralisme génétique, la psychanalyse, tout au moins telle que Freud l'a élaborée, n'est pas suffisamment conséquente et se trouve beaucoup trop entachée du scientisme qui dominait la vie universitaire de la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Cela se manifeste notamment sur deux points capitaux. Premièrement, dans les explications freudiennes, la dimension temporelle de l'avenir manque complètement et de manière radicale. Subissant en cela l'influence du scientisme déterministe de son temps, Freud néglige entièrement les forces positives d'équilibration qui agissent dans toute structure humaine, individuelle ou collective. Expliquer, c'est pour lui revenir aux expériences de l'enfance, aux forces instinctives refoulées ou opprimées, alors qu'il néglige entièrement la fonction positive que pourrait avoir la conscience et la relation avec la réalité. Deuxièmement, l'individu est, pour Freud, un sujet absolu, pour lequel les autres hommes ne peuvent être que des objets de satisfaction ou frustration. Ce fait est peut-être le fondement de l'absence d'avenir que nous venons de mentionner.
Sans doute serait-il faux de réduire d'une manière trop étroite la libido freudienne au domaine sexuel. Il n'en reste pas moins qu'elle est toujours individuelle et que, dans la vision freudienne de l'humanité, le sujet collectif et la satisfaction d'une action collective peut apporter à l'individu font entièrement défaut. On pourrait longuement développer à l'aide de nombreux exemples concrets les distorsions que ces perspectives engendrent dans les analyses freudiennes de faits culturels et historiques. De ce point de vue, le marxisme nous paraît incomparablement plus avancé dans la mesure où il intègre non seulement l'avenir comme facteur explicatif, mais aussi la signification individuelle des faits humains à côté de leur signification collective. Enfin, sur le plan qui nous intéresse ici, celui des œuvres culturelles et particulièrement des œuvres littéraires, il nous paraît incontestable que ces dernières peuvent être valablement intégrées dans des structures significatives de type individuel et de type collectif. Seulement, et cela va de soi, les significations réelles et valables que peuvent dégager ces deux interactions sont de nature à la fois différente et complémentaire. L'intégration des œuvres dans la biographie individuelle ne saurait en effet révéler que leur signification individuelle et leur relation avec les problèmes biographiques et psychiques de l'auteur, c'est-à-dire quelle que soit la validité de la rigueur scientifique des recherches de ce type, elles doivent nécessairement situer l'œuvre en dehors de son contexte culturel et esthétique propre pour la mettre au même niveau que tous les symptômes individuels de tel ou tel malade soigné par la psychanalyse, en supposant qu'au senso nodato qu'on puisse rattacher valablement sur le plan individuel les écrits de Pascal aux relations avec sa sœur ou bien ceux de Kleist aux relations avec sa sœur et son père. On aura mis en évidence une signification effective de ces écrits, mais on n'aura ni touché ni même approché leur signification philosophique ou littéraire. Des milliers et des dizaines de milliers d'individus ont certainement eu des relations analogues avec les membres de leur famille, et nous ne voyons pas dans quelle mesure une étude psychanalytique de ces symptômes pourrait tant soit peu rendre compte de la différence de nature entre les écrits de tel ou tel aliéné et les pensées ou le prince de Hambourg. La seule utilité, assez réduite d'ailleurs, des analyses psychologiques et psychanalytiques pour la critique littéraire nous paraît de pouvoir expliquer pourquoi, dans telle situation concrète ou tel groupe social a élaboré une certaine vision du monde, tel individu a pu, grâce à sa biographie individuelle, se trouver particulièrement apte à créer un univers conceptuel ou imaginaire dans la mesure où, entre autres, il pouvait y trouver aussi une satisfaction dérivée ou sublimée à ses propres aspirations inconscientes. Cela signifie que c'est seulement à partir d'une analyse historico-sociologique que la signification philosophique des pensées, la signification littéraire et esthétique du théâtre de Kleist et la jeunesse des unes et des autres peuvent être comprises en tant que faits culturels. Quant aux études psychologiques, elles peuvent tout au plus nous aider à comprendre pourquoi parmi des centaines de jansénites ce furent précisément Racine et Pascal qui purent exprimer la vision tragique sur le plan littéraire et philosophique, sans cependant apporter aucun renseignement si ce n'est sur tel ou tel détail secondaire et négligeable, concernant la nature, le contenu et la signification de ces expressions. Il nous reste, pour terminer, à élaborer schématiquement un problème particulièrement important, celui de la fonction individuelle jeu, rêve, symptôme, morbide, sublimation et collective, valeur littéraire, culturelle et artistique de l'imaginaire par rapport aux structures significatives humaines qui présentent tous les caractères communs d'être des relations dynamiques et structurées entre un sujet collectif ou individuel et un milieu ambiant. Le problème est complexe, peu étudié, et nous ne pouvons, en terminant ces articles, que formuler une hypothèse vague et provisoire. Il nous semble en effet que sur le plan psychique, l'action du sujet se présente toujours sous la forme d'un ensemble d'aspirations, de tendances, de désirs dont la réalité empêche la satisfaction intégrale. Marx et Lukács, sur le plan collectif, Piaget, sur le plan individuel, ont étudié de près les modifications que les difficultés et les obstacles suscités par l'objet introduisent dans la nature même de ses désirs et de ses aspirations. Freud a montré que sur le plan individuel, les désirs, même modifiés,
Les peuples se contentaient d'une satisfaction partielle et acceptaient sans problème la répression. Son grand mérite est d'avoir découvert que la relation rationnelle avec la réalité exige comme complément une satisfaction imaginaire, pouvant prendre les formes les plus diverses, depuis les structures adaptées du lapsus et du rêve jusqu'aux structures désadaptées de l'aliénation et de la folie. Il se peut que la fonction de la culture soit malgré tout la différence. Nous ne croyons pas qu'il puisse y avoir d'inconscient collectif. Analogue, les groupes humains ne sauraient agir rationnellement sur la réalité et s'adapter aux frustrations et aux satisfactions partielles imposées par cette action et par les obstacles auxquels elle se heurte, que dans la mesure où cette action rationnelle et transformatrice s'accompagne de satisfaction intégrale sur le plan de la création conceptuelle ou imaginaire. Encore faut-il ajouter que si, sur le plan individuel, les instincts refoulés subsistent dans l'inconscient et tendent vers une satisfaction symbolique qui est toujours en possession, les tendances collectives, souvent implicites mais non inconscientes, tendent non pas vers la possession d'un objet, mais vers la réalisation d'une cohérence. La création culturelle compense ainsi les mélanges, les compromis et les incohérences que la réalité apporte au sujet et facilite l'insertion dans la réalité, ce qui est peut-être le fondement psychologique de la catharsis. Une hypothèse de ce genre, qui intégrait sans difficulté ce qu'il y a de valable dans les analyses freudiennes et dans les études marxistes de l'art et de la création culturelle, pourrait rendre compte à la fois de la parenté si souvent pressentie par de nombreux théoriciens et de la différence de nature qui n'en subsiste pas moins entre d'une part le jeu, le rêve et même certaines formes d'imagination morbide et d'autre part les grandes créations littéraires, artistiques et même philosophiques. École pratique des hautes études. Voilà, j'espère que l'écoute vous aura plu et vous aura donné envie de vous intéresser de plus près au structuralisme génétique. Bien à vous.